nous allons voir un chapitre très intéressant de la géotechnique, c'est la résistance au cisaillement. La résistance au cisaillement, plus spécifiquement, aujourd'hui, on va voir cette résistance par rapport à l'essai de cisaillement direct ou bien l'essai à la boîte de Casagrande. Mon nom est Berthomeu Junior Jean et comme vous le savez, je suis professeur en géotechnique au niveau du master de l'UGO. Et c'est avec plaisir que je vais vous présenter ce chapitre assez intéressant qui va nous servir d'introduction au chapitre concernant la stabilité des pentes et autres, ou bien la stabilité des fondations. Donc, toujours pour ce cours, les documents de référence de ce cours, toujours la mécanique des sols, l'Université catholique de Louvain, de Déhaguer. Il y a la géotechnique mécanique des sols de l'Université de Liège, de Robert Charlier. Comme autre ouvrage assez intéressant, c'est le cours pratique de mécanique des sols 1, plasticité et calcul des tassements de Coster et Singlera. L'autre ouvrage assez intéressant qu'on utilise également, c'est l'introduction à la géotechnique de l'affaire de 2006. La résistance au cisaillement d'un sol, c'est assez important dans la mesure où cette résistance, on va la voir dans presque tous les domaines importants, que ce soit les pouvoirs portants du sol, que ce soit dans les domaines de fondation, la stabilité des talus, la stabilité des pentes, dans le soutènement des terres également, on va toujours déterminer cette résistance au cisaillement du sol. Donc, c'est un paramètre assez important pour qu'on puisse déterminer s'il y a rupture ou pas. Tout problème de stabilité nécessite l'étude des déformations et des contraintes. Quand on va étudier la stabilité, que ce soit la stabilité au niveau des fondations, la stabilité au niveau des talus, on doit déterminer l'étude des déformations qui se font au niveau des sols et également les contraintes. Dans le cas des sols, les problèmes de déformation sont essentiellement des questions de compression. Nous allons voir que ce soit par rapport à l'essai et de cisaillement direct qu'on peut voir aujourd'hui, on va avoir des déformations, ce sont des compressions qu'on va faire sur le sol qui vont provoquer des tassements. Par contre, les contraintes dangereuses du point de vue de la résistance sont principalement des contraintes de cisaillement. C'est ce qui va cisailler le sol pour provoquer la rupture, c'est-à-dire celles qui provoquent des glissements d'une surface interne. À cet effet, une solide étude de cisaillement est donc nécessaire pour aborder les problèmes, que ce soit les problèmes de pouvoir portant au niveau des fondations, que ce soit les problèmes de stabilité. C'est pour cela que quand on va faire les études de stabilité des pentes, c'est nécessaire de déterminer la résistance au cisaillement du sol pour pouvoir les comparer et déterminer le facteur de sécurité. Et de même, dans les calculs de soutènement des terres, on va faire intervenir la stabilité et la résistance au cisaillement. Tout problème de stabilité nécessite l'étude des déformations et des contraintes. Dans le cas des sols, les problèmes de déformation sont essentiellement des questions de compression et par contrainte, les contraintes dangereuses du point de vue de la résistance sont principalement des contraintes de cisaillement, c'est-à-dire que celles qui provoquent des glissements le long d'une surface interne. Une solide étude de la résistance au cisaillement est donc nécessaire pour aborder les problèmes, que ce soit les problèmes de pouvoir portant au niveau des fondations, les problèmes de stabilité des talus au niveau des pentes et également les problèmes de soutènement des terres au niveau des murs de soutènement. Là, ce sont les explications que je viens de donner tout à l'heure par rapport à cette introduction. Et les problèmes de mécanique des sols ou de géotechnique, ce sont les problèmes de tassement admissible, des tassements dans le sol. On peut avoir des tassements différentiels également. Et les contraintes appliquées inférieures à la rupture. Ça, c'est important dans la mesure où, lorsque c'est inférieur à la rupture, on est dans la zone de stabilité. Et à la rupture, c'est la rupture. Il y a rupture. Et avant la rupture, c'est la stabilité. Donc, nous, en tant que géotechniciens, nous devons nous faire en sorte que nous avons toujours des tassements admissibles. On peut avoir des tassements, mais ces tassements doivent être admissibles. Et on peut avoir des contraintes appliquées
sur le sol, mais ces contraintes-là doivent aussi être inférieures à la contrainte de rupture pour avoir la stabilité dans le sol. Donc, en termes d'intervention du cisaillement dans la rupture des sols, vous avez des problèmes de fondation. Ensuite, les murs de soutènement. Ici, les pales blanches. Vous avez des excavations, des problèmes de stabilité des pentes qu'on peut faire intervenir la résistance au cisaillement des sols. Donc, dans l'étude de la rupture par cisaillement, c'est important. Dans le cas des études de stabilité des pentes, vous avez la stabilité des pentes, vous avez la zone de rupture, la surface de rupture. Si on prend un élément de rupture, vous avez une zone où on va voir apparaître lors du cisaillement la contrainte normale et la contrainte tangentielle. Donc la normale, c'est la verticale et la contrainte tangentielle, c'est à l'horizontale. Et c'est deux, la combinaison des deux contraintes, que ce soit à l'abscisse ou à l'ordonnée, la contrainte tangentielle et à l'abscisse pour la contrainte normale, nous devons aboutir à une droite intrinsèque dans le cas de l'essai de cisaillement direct pour qu'on puisse aboutir aux paramètres intrinsèques en mécanique des sols qui sont les cohésions et l'angle de frottement interne. Pour pouvoir déterminer cette résistance au cisaillement, nous devons avoir ces deux paramètres à la fin. L'angle de frottement interne, si c'est dans le cas du sol, parce que c'est le sol qui reprend le cisaillement, à ce moment-là, c'est Φ'. Et la cohésion, c'est la cohésion effective, parce que c'est le sol qui reprend le cisaillement et non pas l'eau, car l'eau ne reprend pas le cisaillement. Donc, en gros, c'est ce phénomène qu'on doit aboutir, partir d'un élément du massif et pour aboutir aux éléments cercles de mort et aboutir aux paramètres, les deux paramètres importants, C' et Φ' pour déterminer la résistance au cisaillement du sol. Et cette résistance au cisaillement, ça se fait à partir d'un essai très important. Et l'essai va nous permettre de regarder la contrainte en fonction de la déformation appliquée. Et la contrainte appliquée en fonction de la déformation observée. Et vous allez voir que en appliquant les contraintes ou bien les forces sur l'échantillon de sol, vous allez voir jusqu'à arriver à un point optimal pour pouvoir atteindre la rupture et après la rupture, donc on va redescendre. Donc c'est à ce sens-là qu'on va déterminer les zones de rupture pour un échantillon de sol. Là, on est à la limite des petites déformations et dans les petites déformations, la loi de comportement linéaire est applicable, tout est stable. Et lorsqu'on a atteint la zone de rupture, après, ce sera la grande déformation, plasticité parfaite, calcul à la rupture qu'on va déterminer. En termes d'introduction, nous avons vu l'importance du cisaillement, que ce soit dans la stabilité des talus. Quand on va utiliser le logiciel GeoStudio, vous allez travailler sur ce logiciel en déterminant les calculs de stabilité des pentes et surtout déterminer les facteurs de sécurité pour voir si la pente est stable ou instable. Vous allez également travailler sur les pouvoirs portants d'une fondation, regarder l'esprit canonique de pouvoir portant pour pouvoir déterminer s'il y a stabilité dans la fondation ou pas. Vous pouvez également déterminer dans ce logiciel la pression exercée sur les murs de soutènement pour voir s'il y a stabilité en fonction des poussées et des butées appliquées dans le cas des murs de soutènement. Il y a la stabilité des pieux également qu'on peut faire à partir de ce logiciel. Et les facteurs qui entrent en jeu, ce sont les résistances au cisaillement, surtout les résistances entre particules de sol, parce que ce sont les sols qui prennent le cisaillement. Vous devez déterminer la cohésion et l'angle de frottement interne et imbriquement des particules de sol sont les plus importants dans le cas des résistances au cisaillement, car l'eau ne reprend pas le cisaillement, l'air ne reprend pas le cisaillement. C'est pour cela, dans un cas d'un sol saturé, on néglige la résistance au cisaillement de l'eau pour faire appliquer uniquement la résistance au cisaillement des sols entre grain et grain. Et ceci nous ramène à la contrainte effective, la contrainte tangentielle effective d'un sol. Là, en termes de notions de base, nous pouvons voir les différents cas qu'on va retrouver
dans la littérature, que ce soit les cas où on a un poids vertical qui est appliqué et qu'il y a une réaction N. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de frottement. Lorsque il va y avoir un développement du frottement, donc c'est le deuxième cas B, OK, ici. Donc, à ce moment-là, vous avez le poids W qui est appliqué, mais il y a verticalement mais il y a une tangentielle qui est appliquée en P1, un vertical, un horizontal. Quand on va y avoir le frottement et mouvement imminent, et on va appliquer W et P2, mais ce qu'il faut regarder, c'est regarder l'angle phi par rapport à alpha. Ici, phi est supérieur à alpha, et la phi est égale à alpha, et la réaction R1 est égale à R2. Mais quand il va y avoir frottement et mouvement, donc il y a accélération, à ce moment-là, phi est inférieur à alpha et R1 est inférieur à R2. Quand c'est incliné, c'est différent, parce que tout à l'heure, ce n'était pas incliné, c'était à l'horizontale. Maintenant, quand c'est incliné, donc on va devoir faire apparaître les cosinus et les sinus de l'angle lorsqu'on est à l'équilibre. Quand il n'y a pas de frottement, pas de mouvement, voici les formules à appliquer. Et F est égal à W sin alpha 1 inférieur à mu n. Quand il y a frottement et mouvement imminent, le cas 2, c'est cette partie qu'on doit tenir compte avec phi égale à alpha sur 2. Et quand il y a frottement et mouvement avec accélération, à ce moment-là, c'est le C qu'on doit appliquer. Donc, ce sont des notions de base en termes de rappel, que ce soit pour lorsque c'est à l'horizontale ou bien c'est incliné. Et ce sont ces formules-là qu'on va introduire pour pouvoir déterminer que ce soit la stabilité, que ce soit l'équilibre dans le sol. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'étude des contraintes. L'étude des contraintes, parce que pour pouvoir déterminer la résistance au cisaillement du sol, l'étude des contraintes est importante comme notion à aborder. En d'autres termes, la contrainte s'exerçant sur une facette donnée se décompose en une contrainte normale. Vous avez une contrainte qui s'exerce sur une facette. Voici, sur cette facette-là, la contrainte sigma 1 est exercée et à la verticale, et ainsi de suite. Ces contraintes exercées en fonction des facettes va se décomposer en une contrainte normale, sigma, et une contrainte tangentielle. Normale, c'est perpendiculaire à la facette, et tangentielle, c'est parallèle à cette facette. À ce moment-là, lorsque seule la composante normale est présente, cette contrainte normale est appelée contrainte principale. Donc, c'est pour cela que à chaque contrainte qui est présente, que ce soit sigma 1, on va l'appeler contrainte principale, sigma 3 également, c'est contrainte principale. Les facettes sur lesquelles elle s'applique s'appellent facettes principales. Donc, c'est-à-dire que cette facette ici, c'est une facette principale. La théorie de l'élasticité montre qu'en tout point de matériau, il existe trois facettes perpendiculaires entre elles. Et ces trois facettes principales correspondent généralement à sigma 1, qui est la contrainte principale maximum, sigma 1, sigma 2, la contrainte principale intermédiaire, et sigma 3, contrainte principale minimum. Donc, en général, nous avons trois contraintes, sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Et avec un sigma 1 supérieur ou égal à sigma 2 et sigma 2 supérieur ou égal à sigma 3. Et toujours dans l'étude des contraintes, en mécanique des sols, cette relation nous donne que les contraintes de traction étant rares, parce que le sol ne subit pas de traction, on adopte généralement le signe positif pour les contraintes de compression. Pour les contraintes de cisaillement, la convention de signe est symbolisée à la figure ici, plus ici, dans ce cas-là, et moins ici, dans le cas suivant. Donc, pour pouvoir bien déterminer les contraintes de cisaillement, et là, c'est la facette qui est décomposée en contrainte normale et en contrainte tangentielle. Et en résumé ici, les trois contraintes, contrainte principale minimum, contrainte principale intermédiaire et contrainte principale minimum, avec toujours sigma 1 supérieur ou égal à sigma 2 et sigma 2 supérieur ou égal à sigma 3. Et cette contrainte décomposée en sigma et tau peut nous donner un point, et c'est ce point dans l'état de contrainte qui va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle les cercles de mort à partir des différents états de contrainte qu'on peut obtenir à partir de massifs donnés. Et c'est ce qui va nous donner sur la droite et à l'abscisse de sigma, la droite des contraintes, sigma 3 qui correspond à la contrainte minimale, sigma 1 qui correspond à la contrainte
maximale. Et à partir de ces deux contraintes, on peut tracer un cercle de mort. Si on va considérer un cube élémentaire ici, voici le cube élémentaire, donc dans chaque facette, soit une facette principale. Donc vous avez ici la facette principale, la sigma 1, la facette principale, sigma 3 et sigma 2 également. Mais on peut considérer une partie, une facette, pour qu'on puisse travailler sur cette facette et appliquer les différentes règles qu'on va avoir. Donc, par exemple, si on considère cette facette ici, sigma 1 est appliqué à la verticale, sigma 1 ici est appliqué, la réaction ici, verticale. Et si, par exemple, sigma 3 et sigma 3 ici étaient nuls, on aura uniquement la compression. Okay? Parce que c'est sigma 1 qui va s'appliquer en haut des deux côtés et on aura un essai de compression sur l'échantillon de sol. C'est pour cela dans les appareils triaxiaux, on peut réaliser un essai de compression à partir des contraintes appliquées axialement sur l'échantillon et tout en maintenant les contraintes à l'horizontale. Mais on n'est pas encore dans ce cas-là et on va faire appliquer sigma 1, sigma 3 également. Et si on va considérer ce triangle ici, okay, c'est-à-dire qu'on va couper le sol en deux, on va considérer cette partie-là. À ce moment-là, vous avez sigma 1 qui est appliqué et sigma 3 qui est appliqué. Sigma 3 à l'horizontale, sigma 1 à la verticale. Et sur la facette AB, vous allez appliquer sigma θ et tau θ. Sigma θ, c'est perpendiculaire à cette facette et tau θ qui est parallèle à cette facette. Il est possible de calculer les contraintes sur une facette quelconque à partir des contraintes principales. Pour la simplicité, on va se limiter ici à un problème bidimensionnel en considérant le plan perpendiculaire à la contrainte intermédiaire. Donc à ce moment-là, vous allez considérer le triangle ABC, ok, d'épaisseur unitaire pour pouvoir faire le calcul. Vous savez que AC est égal à l'hypoténuse par cos θ, l'angle ici, parce que cos θ est égal à AC sur AB. De même que BC, c'est le sinus qui va intervenir, donc parce que sin θ est égal à BC sur AB. Et à partir de ces formules trigonométriques, vous pouvez arriver à déterminer et à chercher l'expression des contraintes sigma θ ici et tau θ régnant sur la facette AB ici d'inclinaison et θ. Donc, si on va exprimer l'équilibre sur cette facette AB avec la direction de AB perpendiculaire à celle-ci, sigma θ va être égal à sigma 1 par AC cos θ plus sigma 3 par BC sin θ et de même que tau θ va être égal à sigma 1 AC sin θ moins sigma 3 BC cos θ. Donc, ce sont des formules trigonométriques appliquées à cette partie de géotechnique pour qu'on puisse aboutir à déterminer les contraintes, les paramètres, que ce soit la contrainte normale qui est appliquée sur la face AB et la contrainte tangentielle qui est appliquée sur la face AB. Ce qui nous permet d'aboutir à ce système d'équation qui va nous donner sigma θ, sigma 1 cos carré θ plus sigma 3 sin carré θ et tau θ qui est égal à sigma 1 moins sigma 3 sin θ cos θ. Là, ce sont des relations qu'on peut avoir pour déterminer sigma θ et tau θ régnant sur la facette AB, déclinaison θ. Et en résumé également, voici les différentes opérations qu'on doit faire pour aboutir à sigma θ qui n'est autre que sigma 1 cos carré θ plus sigma 3 sin carré θ. Et lorsqu'on travaille avec les formules trigonométriques, nous allons aboutir à sigma θ qui n'est autre que sigma 1 plus sigma 3 sur 2 plus sigma 1 moins sigma 3 sur 2 cos de θ. Et ça va nous donner que ce soit le centre ou le rayon du cercle de mort. Et là, tau θ va nous donner sigma 1 moins sigma 3 sur 2. Et maintenant, on a vu les relations entre les facettes. On va
regarder le cercle des contraintes de mort à partir d'un diagramme. À l'abscisse, on a les contraintes et à l'ordonnée, on a les taux. Et un point sur n'importe quel massif va se décomposer en une valeur de contrainte et taux ici. Et à partir de ces valeurs, vous allez aboutir à des contraintes principales majeures et principales mineures pour pouvoir déterminer les cercles de mort. Et en général, et dans les essais, et que ce soit les essais de cisaillement direct ou les essais de réaction, vous devez réaliser 3 ou 4 essais pour qu'on puisse avoir 3 cercles de mort ou 4 cercles de mort pour pouvoir déterminer la résistance au cisaillement à partir de la courbe intrinsèque ou bien la droite intrinsèque de rupture. Ainsi, il est commode de représenter les contraintes dans le diagramme de mort, comme le diagramme de mort ici, c'est-à-dire en utilisant un système d'axes, l'axe O sigma et l'axe O tau. Et dans ce diagramme, un point sigma tau représente une combinaison d'efforts normal appliqués et une effort tangentiel appliqué agissant sur une facette d'orientation quelconque. Dans ce diagramme, les points représentatifs des contraintes principales se placent sur l'axe des contraintes. Voici l'axe des contraintes, ici. Et on constate que les expressions trouvées, que ce soit sigma θ et tau θ, sont les coordonnées des points de cercle de mort, ayant pour diamètre le segment et au sigma allant de sigma 3 à sigma 1. Si vous avez un cercle de mort qui passe par sigma 1 et sigma 3, donc son diamètre et c'est cette valeur-là. Et c'est ce qu'on appelle le cercle de mort à partir de la théorie sur la facette quelconque d'orientation quelconque. Et pour définir le cercle des contraintes de mort, c'est le lieu des points représentatifs des contraintes agissant sur une facette d'orientation θ quelconque. Voici la facette d'orientation quelconque qui va nous permettre d'aboutir à ce qu'on appelle les cercles de mort. Et dépendant de la théorie, on peut avoir une facette ici en sigma 3 qui va nous donner cette facette qui est perpendiculaire ici et une facette à sigma 1 ici. Et si on veut décomposer ces deux-là, donc on peut les prolonger. Si on prolonge cette facette perpendiculaire ici à l'horizontale, vous allez avoir un point ici. Et on peut, à partir de ce point, tracer la droite inclinée qu'on voit sur cette facette-là et pour déterminer ici l'angle θ. Donc à ce moment-là, l'angle θ qu'on voit ici, c'est ce temps qu'on va voir ici pour arriver jusqu'ici. Bon, ce n'est pas tracé sur ce cercle, mais normalement, l'angle circonscrit dans le cercle à ce moment-là va être θ. Et comme cet angle au centre a le même arc que cet angle-là, on dit que trigonométriquement, ici c'est 2θ et ici c'est θ. Donc ça c'est la trigonométrie appliquée pour pouvoir voir ici c'est 2θ qui est appliqué à ce moment-là. Donc on dit que le rayon défini par le point de coordonnées sigma θ de θ et l'axe au sigma délimite un angle au centre ayant une ouverture égale à 2θ. Mais si on veut avoir l'angle sur la facette qui est θ, donc on doit réfléchir par rapport à sigma 3 qui est appliqué sur cette facette et sigma 1 qui est appliqué sur l'autre facette. Et à 3 dimensions, on peut montrer qu'il y a 3 cercles de mort qui représentent chacun les contraintes sur les facettes perpendiculaires à une facette principale. Un point représentatif des contraintes sur une facette oblique quelconque se situe dans la zone ombrée ici, entre ces 3 cercles. Donc quand on a la rupture ici, là, dans cette zone-là, on est dans la zone stable. Et dès qu'on est en dessous de la droite intrinsèque, on est dans la zone stable. Et si on arrive à la droite intrinsèque, on est dans la zone de rupture et on ne peut pas dépasser cette zone de rupture. Ce sont des cas impossibles. En résumé, nous avons vu la facette appliquée et sigma θ, tau θ appliqué sur une facette donnée, AB, et vous avez les formules à appliquer
et vous avez les cercles de mort ici, l'angle au centre, etc. Et l'angle circonscrit par rapport à ce point qui a le même arc et qui va nous donner θ. Et sigma 1, c'est le centre, sigma 3 plus sigma 1 sur 2, c'est le centre. Le rayon ici, c'est le rayon, c'est sigma 1 moins sigma 3 sur 2. Donc ça, c'est le résumé de tout ce qu'on vient de voir ici. Maintenant, nous avons la méthode du pôle pour déterminer les contraintes le long d'un plan. Une technique simple et importante pour connaître les contraintes agissant sur une facette quelconque est la technique du pôle du cercle de mort. Et le pôle d'un cercle de mort est un point tel qu'une parallèle tracée par ce point à une facette quelconque va recouper le cercle au point représentatif des contraintes agissant sur cette facette. Et le pôle est unique. Et pour chaque cercle de mort, on va avoir un pôle. Donc, pour chaque état de contrainte, on doit avoir un seul pôle à déterminer. Cette figure montre qu'un cercle de mort représentant l'état de contrainte en un point de massif, voici le cercle de mort, et on va supposer ce cercle de mort connu. Et à partir de ce cercle de mort, on va déterminer les pôles, tracer les différents pôles qu'on peut obtenir à partir d'un point et de pôle unique. On peut considérer la facette alpha-alpha ici, qui va couper ce massif. Et voici les différentes facettes appliquées, sigma 1, et sigma V, sigma H à l'horizontale, sigma V à la verticale. Dans ce sens-là, on peut considérer un point Q, le point Q qui est ici, représentatif de ces contraintes. Pour trouver le point P, qui est le pôle du cercle de mort, en traçant par Q un parallèle à alpha-alpha, voici alpha-alpha. Il suffit de, à partir de Q, on trace un parallèle à alpha-alpha. À partir de ce parallèle tracé, on peut, voici Q, on trace la parallèle à alpha-alpha, et P est devenu un pôle. Et si on veut connaître différents autres points, par exemple, ici, on peut tracer un point M parallèle et à la base ici. À ce moment-là, vous aurez un autre pôle. Et si on peut tracer un R, le point R ici, à partir d'un perpendiculaire ici, qui est parallèle à une autre face, à ce moment-là, vous aurez un autre pôle. Si on veut tracer des pôles par rapport à la contrainte principale mineure, sigma 3, il suffit de relier P avec sigma 3. Et si on veut tracer par rapport à sigma 1, il suffit de relier P par rapport à sigma 1. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on va avoir des pôles uniques par rapport à des perpendiculaires, des parallèles et des droites entre contrainte principale mineure et contrainte principale majeure. Okay? Donc là, c'est en résumé ce qu'on a expliqué ici. Et si je lis ce qu'on a expliqué, c'est que si l'on souhaite connaître les contraintes agissant sur d'autres facettes, par exemple à l'horizontale ou verticale, voici l'horizontale ici, et verticale, horizontale c'est PM, verticale c'est PR, on trace par P des parallèles aux directions correspondantes, que ce soit verticale ou horizontale, et l'on trouve les points représentatifs correspondants, soit M et R. De même que les directions principales, si on veut tracer par rapport à la direction principale, sigma 3 et sigma 1, à ce moment-là, on trace des parallèles aux droites P sigma 1 et P sigma 3 pour pouvoir aboutir aux différents points. L'angle θ va faire avec la facette alpha-alpha et la facette principale recevant la contrainte maximum. Donc, à ce moment-là, l'angle θ, on va trouver l'angle θ dans le cercle de mort. Donc, θ on peut trouver θ ici, ici, mais le plus souvent, et si on travaille normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la contrainte verticale appliquée ici en sigma 1 et la contrainte horizontale ici, on peut aboutir à, lorsqu'on prolonge sigma 1 ici et sigma 3 ici, on peut
faire l'inclinaison également ici, à ce moment-là, on peut trouver l'angle θ. Et l'angle, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'angle au centre, c'est 2θ, et ça doit suivre la même valeur d'arc Q sigma QS1 et pour ce temps. Et l'angle inscrit QPS1, QPS1, ici, QPS1, voici S1, et l'autre angle qu'on a, QS3S1, QS3S1, ça c'est l'autre angle, à partir des contraintes principales. Et l'autre angle au centre qu'on a, c'est QCS1, qui va nous donner 2θ, et les autres, c'est θ. Voici la méthode du pôle pour pouvoir déterminer les contraintes le long de plan. En résumé, ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc, il suffit d'avoir un point M qui va représenter l'état de contrainte sur le plan AB. Voici le plan AB. Et voici un point M ici qui va représenter l'état de contrainte sur ce point. On va tracer MP parallèle à AB. Voici MP, voici AB. Il suffit de tracer la parallèle à AB. Et P va automatiquement être le pôle. P va être le pôle. OK. Et si on veut connaître l'état de contrainte sur le plan EF, voici EF, on va tracer à partir de P une droite parallèle à EF. Nous avons P ici, donc il suffit de tracer une droite parallèle à EF qui va nous donner le Q. Et Q va représenter l'état de contrainte sur le plan EF. C'est ce qu'on vient de dire en résumé tout à l'heure par rapport à la méthode de pôle qui est résumée ici dans ce slide. Maintenant, le critère de rupture de Moore-Coulomb. On dit que chaque matériau présente un comportement spécifique par rapport à la rupture. Moore a proposé une théorie générale selon laquelle la rupture ne se présente pas pour une valeur maximale de la contrainte normale seule ou de la contrainte tangentielle seule, parce que normalement, et que ce soit la contrainte normale, ça ne définit pas seulement la rupture, ni la contrainte tangentielle, même si on est à des valeurs maximales, mais cette rupture va être définie par une combinaison critique de ces deux contraintes. C'est pour cela que dans l'équation de Moore, on va voir que ce soit la contrainte appliquée et aboutir à la résistance au cisaillement. C'est une équation qui va nous permettre de déterminer et cette combinaison de ces deux éléments qui va nous donner cette équation de Moore-Coulomb. Autrement dit, la rupture par glissement interne se produit lorsque la contrainte de cisaillement taux atteint une valeur critique, taux R, qui dépend de la contrainte normale à cette facette. Et c'est ainsi qu'on va définir un taux, et taux F, ou bien taux rupture, qui est tout égal à une fonction de la contrainte appliquée. Considérons les contraintes exercées en un point déterminé. Ces contraintes sont représentées par les cercles de Moore. On a sigma 1 plus sigma 3 plus sigma 3, etc. Pour autant que ce cercle soit situé entièrement sous la courbe intrinsèque, taux est égal à une fonction de la contrainte. Okay? Mais il n'existe aucune facette pour laquelle on va avoir taux supérieur à taux F. C'est-à-dire qu'il y a cette zone au-delà de la rupture, on ne peut pas avoir des facettes pour cet élément-là. Et cette analogie, on peut le faire également sous une semelle de fondation. Vous avez la loi canonique qui va nous donner les différentes zones sous une semelle de fondation. Vous avez les plans de rupture, vous avez la semelle et vous avez le triangle en dessous de la fondation. À ce moment-là, si on va considérer des points en dessous de ce triangle de fondation de la loi canonique, vous allez être dans la zone de stabilité. Mais là où il y a la zone de rupture, vous avez la rupture, mais vous avez des zones impossibles, et ces zones impossibles-là, ça n'existe pas dans la mesure où dès que vous atteignez la rupture, vous ne pouvez pas dépasser cette rupture. C'est un peu ainsi, on peut l'expliquer par rapport à des semelles de fondation, par rapport à la stabilité, etc. Donc, la courbe intrinsèque peut donc être considérée comme l'enveloppe des cercles représentatifs
de la rupture. Voici la courbe intrinsèque. De manière générale, on dit courbe intrinsèque, mais ça peut être une droite intrinsèque également. Dans le cas de l'essai cisaillement direct, c'est plus une droite intrinsèque parce que ce n'est pas une courbe vraiment, c'est une droite qui va nous servir d'enveloppe de rupture. À partir du cercle de mort, on peut exprimer les contraintes dans un sol sur n'importe quelle facette. Okay? C'est-à-dire, si on a les cercles de mort, on peut, à partir des cercles de mort, exprimer les contraintes sur n'importe quelle facette. Et de même que si vous avez les facettes, vous pouvez faire l'analogie pour pouvoir aboutir au cercle de mort également. Et de même, par exemple, si on fait l'essai de cisaillement direct, quand on va réaliser l'essai de cisaillement direct, ce sont des points qu'on va aboutir, des points d'essai. Et à partir de ce point, qui représente le point et les 3 points de rupture, à ce moment-là, on peut, à partir, comme on sait qu'on est dans la zone de rupture, on sait que cette droite-là va être tangente au cercle de mort. À partir de là, on peut arriver à créer, à construire des cercles de mort à partir des points d'essai. Okay? Une utilisation possible, c'est que lorsqu'on utilise des cercles de mort, on peut l'utiliser dans l'étude de la stabilité et de la résistance au cisaillement de sol. On peut l'utiliser aussi pour pouvoir aboutir aux courbes intrinsèques, qui est la limite d'écoulement des sols. Voici ce que je dis tout à l'heure, c'est que ici, à l'intérieur de l'enveloppe de rupture, voici l'enveloppe de rupture qu'on a là, ce qu'on appelle la courbe intrinsèque. Il faut dire que en géotechnique ou bien que ce soit dans les études de mécanique des sols, géotechnique ou résistance au cisaillement du sol, les cercles de mort, il y a symétrie entre les deux, c'est-à-dire ce qui se passe en haut, c'est ce qui se passe en bas. Dans les équations de mort, c'est pour cela dans cette équation, on utilise plus ou moins ça devant. Et vous avez le domaine interdit. Voici le domaine interdit ici. Voici le domaine stable à l'intérieur. Et voici la zone de la courbe intrinsèque qui représente la zone de rupture. Et si on regarde la théorie, on nous dit qu'à la limite de la rupture, la connaissance du cercle de mort et de son pôle P permet de déterminer la direction de la facette du glissement PG. Okay? La courbe intrinsèque étant symétrique par rapport à l'axe au sigma. Vous avez la courbe intrinsèque qui est symétrique par rapport à l'axe au sigma ici. Vous avez cette courbe intrinsèque qui est au-dessus et de même que ici au-dessous. Donc, on est en parfaite symétrique ici. Donc, il existe donc une seconde facette de rupture par cisaillement PG'. Pour aboutir aux critères de mort, on constate expérimentalement que pour la plupart des sols et dans la gamme des contraintes normales habituellement rencontrées, l'expression, une bonne approximation de la courbe intrinsèque est donnée par une fonction linéaire sigma, okay, qu'on appelle le critère de mort Coulomb, qui va nous donner taux F égale à plus ou moins C plus sigma tangent. Et vous savez que l'eau ne reprend pas les cisaillements. Dans le cas des sols saturés, par exemple, vous devez remplacer taux par taux prime et C par C prime, sigma par sigma prime, phi par phi prime. À ce moment-là, vous aurez les paramètres effectifs pour pouvoir déterminer les paramètres de cisaillement du sol entre grains, car l'eau ne reprend pas le cisaillement et que c'est seulement les grains des sols qui vont reprendre le cisaillement. Et C va s'appeler la cohésion du sol et phi, l'angle de frottement interne. Ce sont les deux termes nouveaux. Et C, qui est la cohésion, et phi, l'angle de frottement interne. Voici en résumé le critère de Mort-Coulomb qui définit dès lors la courbe intrinsèque d'un sol comme étant composée de deux droites. Donc, et voici les deux droites qui vont être symétriques par rapport à l'axe au sigma. Et voici la formule que vous devez connaître, taux n'est autre que C plus sigma tangent phi. Et quand on va déterminer le facteur de sécurité, c'est cette formule qu'on doit appliquer pour comparer à la résistance mobilisée et du sol pour qu'on puisse aboutir à un facteur de sécurité et de ce talent.
Maintenant, pour les valeurs classiques qu'on peut obtenir dans la littérature pour ces différentes valeurs, en termes de paramètres classiques, ces valeurs-là, vous avez la formule qui nous donne l'équation de Morcoulon, taux qui n'est autre que plus ou moins sigma tangente phi. Lorsqu'on est dans le cas d'un sol, c'est-à-dire on sait que le sol, le sable ou gravier, ce sont des sols pulvérulents et à ce moment-là, ce sont des sols que leur cohésion est nulle. CRA est égal à 0. Et l'expression pour la résistance au cisaillement n'est autre que plus ou moins 100 sigma tangente. Donc, lorsque la cohésion est nulle, par exemple dans les sables et les graviers, le sol est dit pulvérulent, cohésion laisse, et à ce moment-là, la résistance au cisaillement est simplifiée à sigma tangente. Pour les sables, l'ordre de grandeur de phi est souvent de 30 à 35 et la tendance va à l'augmentation avec la compacité et l'angularité des grains. C'est-à-dire que si on va préparer des échantillons remaniés, donc si on va compacter ces échantillons, à ce moment-là, si on augmente le compactage, les valeurs de l'angle de frottement interne vont augmenter également. Dans le cas contraire, et par exemple pour les argiles qui sont des sols cohésifs ou bien cohérents, à ce moment-là, on peut avoir si le sol est purement cohérent, l'argile est purement cohérent, on peut aboutir à des expressions que taux n'est autre que plus ou moins C. Si les sols ne sont pas purement cohérents, à ce moment-là, l'expression de Morcoulon va être appliquée sur ce sol. Vous allez avoir taux est égal à plus ou moins C plus sigma tangente. Pour les argiles, les valeurs de cohésion et l'angle de frottement interne sont liées et dépendent largement du processus de consolidation et du type de sollicitation. C'est-à-dire que si on va augmenter la consolidation de sol, par exemple avec un sol remanié, si on compacte ça dans un moule, dépendant du compactage, ça va influencer la cohésion, ça va influencer l'angle de frottement interne. Pour le critère de Morcoulon, expérimentalement, il a été montré que la courbe intrinsèque d'un sol est de demi-droite. Vous avez ici la courbe intrinsèque pour un sol pulvérulent, c'est-à-dire que la cohésion est nulle. Et là, vous avez une droite intrinsèque pour un sol qui n'est pas pulvérulent, par exemple l'argile et puis le sable ici. Un sol cohérent et puis un sol pulvérulent. Pour les sols cohérents, voici l'expression ici, taux prime qui n'est autre que sigma prime tangente phi prime. Pour le sol, ça c'est pour le sol pulvérulent. Pour le sol cohérent, vous avez taux prime qui n'est autre que C prime plus sigma prime tangente phi. Et là, on peut dire que pour les sols pulvérulents, que les droites passent à l'origine parce que la cohésion est nulle. Pour les sols cohérents, vous avez l'existence d'une résistance au cisaillement sous contrainte normale non nulle. Et à ce moment-là, vous avez ici, à l'ordonnée, ça va nous donner la valeur de la cohésion du sol. Et l'angle de frottement interne, c'est l'horizontale par rapport à l'inclinaison ici qui va nous donner cet angle de frottement interne du sol. Là, ce sont quelques valeurs de rupture par cisaillement dans les sols saturés, que ce soit pour les sables. Lorsque le sable est lâche, vous avez des angles de frottement interne entre 27 à 30 degrés. Pour le sable moyen, entre 30 et 35 degrés. Pour le sable dense, entre 35 à 38 degrés. Et pour le sable à grains angulés, là, ce sont des valeurs approximatives qu'on peut avoir en fonction de l'état du sol. On est uniquement dans le cas des sols pulvérulents, par exemple sable et du gravier. Et là, ce qu'on peut voir, pour l'angle peut être entre 34 à 48 degrés, les graviers, etc. Et en revanche, pour les limons, on peut avoir des valeurs de 26 à 25 degrés. Dans cette formule, on peut appliquer la théorie de Terzaghi qui nous donne que la contrainte totale est égale à la contrainte effective plus la pression interstitielle, ce qui nous permet d'aboutir à la résistance au cisaillement du sol, qui n'est autre que C plus sigma moins U
par tangente phi et sigma moins U qui va nous donner la contrainte effective dans le sol. Dans le cas de sable élément inorganique, on peut avoir des corrosions nulles, de l'argile normalement consolidée, et on peut avoir des corrosions sensiblement égales à 0. L'argile surconsolidée, la corrosion est supérieure à 0. Pour les sols, la contrainte normale est reprise partiellement par les grains, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, ce sont les contraintes effectives que vous devez considérer et non les contraintes totales. À ce moment-là, c'est sigma prime que vous devez considérer et non pas sigma tout court pour la totalité, car l'eau ne reprend pas le cisaillement. Maintenant, on va voir les relations entre contraintes principales lors de la rupture. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la rupture, on peut avoir des relations entre contraintes principales pour faciliter les calculs. Et la loi de Coulomb peut s'exprimer par une relation entre la contrainte principale maximum, sigma 1, et minimum, sigma 3, en un point au moment de la rupture. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la rupture, à ce moment-là, le cercle de mort est tangent aux droites de Coulomb. Si le cercle de mort est tangenté par rapport à la droite de Coulomb, on peut appliquer cette relation entre les contraintes principales du sol. Pareil, contrainte principale majeure et contrainte principale mineure. Donc, voici la zone de rupture. Et voici, on a un sol cohérent parce que la cohésion n'est pas nulle. On a C ici qui va nous donner la cohésion. L'angle de frottement interne, c'est la droite de rupture avec l'horizontale qui va nous donner l'angle phi. Et vous avez sigma 3 ici, c'est contrainte minimale et principale minimale. Sigma 1, contrainte principale maximale. Vous avez sigma à l'abscisse et plutôt à l'ordonnée. Et si on va considérer ces différents points dans le triangle, si on considère le triangle AD et C, voici ce triangle ici, ADC, ok, DC, ici c'est le rayon, voici DC ici, ça va nous donner AC sin phi. Et le phi, voici, le phi ici est également, on a le phi à ce niveau ici. Donc, à ce moment-là, vous avez AC sin phi. Et AC, c'est n'est autre que A0 plus AO plus OC. Et à partir de là, trigonométriquement, on peut aboutir à des formules pour pouvoir déterminer DC qui est n'est autre que le rayon. Et nous avons vu le rayon n'est autre que sigma, la différence entre les deux contraintes principales majeures et mineures sur 2. Et c'est sigma 1 moins sigma 3 sur 2. Vous avez AO. AO, c'est la translation. Si on fait une translation d'axe ici, à partir de la théorie et de l'état de Kakó, à ce moment-là, vous avez, c'est comme une translation de C cotangente phi et qu'on peut appliquer ici à O n'est que de C cotangente phi. Et OC ici, ok, OC c'est sigma 1 plus sigma 3 sur 2, c'est le centre. Et toutes ces expressions qu'on a vues tout à l'heure vont nous permettre d'aboutir à l'expression sigma 1 n'est autre que sigma 3 tangente carré pi sur 4 plus phi sur 2 plus 2c tangente pi sur 4 plus phi sur 2. Et si on remplace pi sur 4 plus phi sur 2 par mu, on peut aboutir à sigma 1 est égal à sigma 3 tangente carré mu plus 2c tangente mu. Et c'est ce qui nous permet d'aboutir à une relation à la rupture des contraintes principales sigma 1 et sigma 3. Et si le sol est pulvérulent, à ce moment-là, la cohésion est nulle. On aura uniquement l'expression sigma 1 égale à sigma 3 tangente carré et okay, pour simplifier, et parce que le C ici sera nul. Et l'autre relation qu'on peut aborder, c'est la loi des états correspondants de Kakó. Et Kakó a exprimé un théorème permettant de résoudre un problème d'état limite de rupture dans un sol cohérent, okay, en partant de la solution de ce problème pour un sol pulvérulent. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à ces deux schémas ici. Donc vous avez le sol pulvérulent ici et puis le sol cohérent ici. Donc vous
vous pouvez appliquer le théorème de Kako, la loi des états correspondants de Kako, pour qu'on puisse relier ces deux phénomènes. Et que dit Kako? Ce théorème de Kako dit qu'un massif cohérent, caractérisé par la cohésion et l'angle de frottement interne, et soumis à un champ de contraintes indéterminé, est à la limite de la rupture en même temps qu'un massif fictif pulvérinant, caractérisé par phi, de même forme que le massif cohérent, mais soumis à l'action conjointe du même champ de contraintes et d'une contrainte sphérique C cotangente phi. Et la contrainte sphérique, c'est cette contrainte, c'est cette translation d'axe qu'on a ici, C cotangente phi, qui va nous permettre que si on change d'axe ici, par exemple l'axe ici, qu'on a, si on déplace cet axe-là, on met ça dans A maintenant, à ce moment-là, vous aurez un sol pulvérinant parce que la cohésion sera nulle. En résumé, ce que dit ce théorème de Kako, et voici l'exemple de ce théorème. Vous avez un axe sigma 0 et puis tau, et vous avez la translation d'axe ici, sigma star à tau. Et à partir de cette réflexion sur cette translation d'axe, vous pouvez aboutir à ce théorème de Kako ici présent. Okay, la relation qu'on aura, par exemple, F pour cohésion, vous avez la cohésion sigma tau phi C, parce que la cohésion n'est pas nulle, peut être obtenue en remplaçant, dans le cas d'un sol pulvérinant, Fp pour pulvérinant. Vous avez la contrainte, vous avez tau, vous avez phi, mais C est nul. Les contraintes normales, sigma, on peut le remplacer par sigma plus C cotangente phi. Okay, le sigma qu'on a, mais vous devez ajouter ici sigma plus C cotangente phi pour faire cette translation d'axe. Vous avez F cohérent, sigma tau phi cohésion égale à Fp sigma plus C cotangente phi, cette première partie. Vous avez tau, vous avez phi, et vous avez, comme c'est le sol était pulvérinant, vous avez C qui est égal à 0 dans ce cas. Donc ce théorème se démontre en opérant un changement d'axe dans le diagramme de Moore. On va remarquer que la courbe intrinsèque TA, ok, T', cette courbe intrinsèque d'un sol cohérent dans le système d'axe au sigma pour θ. Donc, cette droite intrinsèque est cohérente dans ce système d'axe tau 0 sigma. Et cette droite intrinsèque qui était cohérente dans ce système d'axe peut être considérée comme dans le système d'axe tau A et puis sigma star comme un sol pulvérinant. Okay? Mais de même angle de frottement interne, car l'angle de frottement interne ne va pas changer parce que vous avez l'horizontale et la rencontre de l'horizontale avec la droite inclinée va toujours nous donner l'angle phi, qui est dans n'importe quel système d'axe considéré. Le passage de sigma à sigma star va être une translation d'axe de C cotangente phi, et c'est ce qui nous permet d'aboutir à ce théorème et de Kako. Okay. Pour un sol pulvérinant, cohésion est égale à 0. Au moment de la rupture, les contraintes principales sont liées par la relation sigma 1 égale à sigma 3 tangente carré mu. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que la cohésion est nulle. Il suffit de remplacer sigma 1 par sa valeur, parce que vous avez la translation d'axe qui nous donne sigma 1 plus C cotangente phi, et de même qu'au niveau de sigma 3, vous avez sigma 3 plus C cotangente phi à chaque fois. Et c'est ce qui va nous permettre d'aboutir à cette expression-là. Sigma 1 égale à sigma 3 tangente carré mu plus C cosinus phi sur sin phi, etc. Et cette expression va nous permettre trigonométriquement d'aboutir à sigma 1 égale à sigma 3 tangente carré mu plus 2C tangente mu. Là, c'est l'expression du théorème de Kako qui va nous permettre de partir à partir d'un sol pulvérinant en faisant une translation d'axe pour pouvoir aboutir à un sol cohérent.
Voici un résumé et le théorème des états correspondants de Kako. Ici, vous avez le courbe intrinsèque d'un sol cohérent. À ce moment-là, le C' est différent de 0, Φ' est différent de 0, avec deux cercles de mort. Le C1 ici, est en équilibre parce que ce cercle touche la droite intrinsèque. Mais le cercle C2, on dit qu'il est en équilibre surabondant dans la mesure où il est à l'intérieur de la zone stable. C'est-à-dire qu'on est dans la stabilité. C'est pour cela qu'on dit qu'on est en équilibre surabondant. Vous avez le cercle C1 en équilibre et C2 qui est en équilibre surabondant. Et à partir de là, du point B, ça c'est dans le cas d'un sol cohérent, parce que la cohésion est supérieure à 0. Là, on est dans un cas d'un sol plus virulent, car la cohésion est nulle, mais on a toujours C1 en équilibre et C2 en équilibre surabondant. Et vous avez toujours la translation d'axe qu'on a vu tout à l'heure, C cotangente. Toujours en appliquant une translation d'axe sur tangente phi sur un cercle de mort quelconque, ça revient à appliquer une contrainte normale supplémentaire qu'on a vu tout à l'heure. Cette contrainte normale supplémentaire est incitée C' sur tangente phi' sur chaque facette de chaque point. Un milieu cohérent peut être transformé en milieu pulvérilent de même angle de frottement interne en appliquant autour du massif une pression hydrostatique d'intensité égale à C' sur tangente phi'. Donc à ce moment-là, le milieu cohérent peut être transformé en milieu pulvérilent. Donc vous avez le milieu cohérent ici, parce que la cohésion est différente de 0, et ça peut être transformé en un milieu cohérent ici, avec une pression hydrostatique d'intensité égale à C' sur tangente phi'. On va prendre les questions rapidement pour pouvoir avancer avec ce cours. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas encore, professeur. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais voir une partie à peu près plus pratique pour ce cours. Donc là, pour le cercle de mort qu'on a vu tout à l'heure, c'est que voici une semelle de fondation ici. Et à partir de cette semelle de fondation, si vous avez un cours de fondation, vous allez voir cette expression canonique ici qui va nous donner la rupture sur la fondation. Et à partir de cette rupture, vous pouvez prendre un élément du massif ici et le décomposer. Et si vous allez décomposer cet élément du massif, vous allez avoir des contraintes verticales qui vont être appliquées, appliquées, et des contraintes horizontales. Et vous avez le plan de rupture sur ce massif. Et ça va nous permettre de décomposer ce massif en deux. Voici cette partie qu'on va considérer. À partir de cette partie, si on isole l'un des morceaux obtenus, vous aurez les contraintes horizontales appliquées, vous aurez les contraintes verticales appliquées. Et là, sur la facette qu'on a vue, ça c'est une apologie ou une relation qu'on va faire par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure et sur les cercles de mort et les contraintes appliquées. Sur cette facette-là, vous avez sigma, la contrainte verticale, la contrainte horizontale, et vous avez la contrainte normale qui va être appliquée et la contrainte tangentielle. De même que sur cette facette, vous avez la contrainte horizontale, normale, tangentielle appliquée. Ici également, vous avez la normale, la tangentielle appliquée. Et sur la facette inclinée qu'on a vue tout à l'heure, c'est cette facette-là qu'on a considérée. Vous avez la facette inclinée, vous avez la contrainte normale, la contrainte tangentielle. Vous avez la verticale, la contrainte verticale, la contrainte horizontale. Vous avez la normale et la tangentielle appliquée. OK? C'est ce qui va nous donner cette expression ici sur les contraintes. Là où il y a la normale, c'est la contrainte qui est appliquée. Là où il y a tout, c'est la contrainte tangentielle qui va être appliquée sur les schémas. Donc, ici, vous avez en ce point du massif la contrainte tangentielle qui est parallèle à la facette inclinée et la contrainte normale qui est perpendiculaire à la facette inclinée. On peut faire une analogie par rapport à une semelle de fondation et qu'on peut voir.
Et concernant les cercles de mort, c'est toujours une analogie qu'on peut faire par rapport à une semelle de fondation. Vous avez cette facette considérée toujours. Vous avez la facette ici, sigma V qui est appliquée. Vous avez facette ici, une facette ici, et la facette inclinée à considérer. Et un point qu'on va considérer ici va être décomposé en... C'est toujours l'élément de ce massif qu'on va considérer ici. Et là, c'est la zone inclinée ou la zone rupture. Donc, vous avez, comme on a dit tout à l'heure par rapport à une facette donnée, un point va être décomposé en une coordonnée de contrainte sigma et tau. OK? Et c'est ce qui va nous permettre d'aboutir au cercle de mort par rapport aux différents points du massif à considérer. Et nous avons vu tout à l'heure que à partir du diagramme contrainte et normale et contrainte tangentielle, vous allez avoir des points et sur l'abscisse qui vont nous dire que ce sont des contraintes principales majeures et mineures. Et vous aurez d'autres points également qui sont en état d'équilibre qui vont nous permettre de tracer le cercle de mort. Et les points qui vont tomber directement sur la droite, sur l'axe des abscisses, va nous permettre de déterminer les contraintes principales majeures et mineures. C'est ce qui va nous permettre d'aboutir à ce qu'on appelle le cercle de mort, qui est une représentation graphique de l'état de contrainte en un point, ok, en un point donné, le point A en dessous d'une semelle de fondation. Et c'est ce cercle de mort qui était proposé par Christian Otto Mort. Et comme on a vu tout à l'heure, vous avez la contrainte principale mineure ici. Lorsque ce cercle touche l'axe des contraintes, et vous avez la contrainte principale majeure de l'autre côté, ici. Ce qu'on peut faire en termes d'analogie encore par rapport à une semelle de fondation, vous avez la semelle, vous avez le triangle sous la semelle qui va nous permettre d'avoir les trois zones bien distinctes. Vous avez zone 1 et zone 2 et zone 3 en termes de résumé qui va nous permettre de déterminer à partir de l'expression canonique la sommation des trois zones. Et vous avez, par exemple, pour cette zone-là, si on prend un point qui est beaucoup plus dans la zone stable par rapport à la zone de rupture, la normale est plus grande parce qu'on est éloigné de la semelle. On est éloigné de la semelle. Tau qui est tangentiel et N sigma qui est normal. Vous aurez avoir un cercle plus grand parce qu'on est éloigné par rapport à la semelle. À partir de ces deux points-là, sigma vertical, la sigma verticale, la contrainte verticale est plus grande et la contrainte horizontale qui représente la contrainte principale mineure va nous donner ce grand cercle par rapport à une zone éloignée de la semelle. Si on prend sur ce schéma ici une zone proche de la semelle, vous allez avoir un cercle beaucoup plus petit. Okay? Et si on fait les mêmes analogies, que ce soit la contrainte verticale appliquée ici et la contrainte horizontale appliquée ici, et sur la facette inclinée, nous aurons la contrainte principale à l'horizontale qui représente la mineure et la contrainte verticale qui représente la contrainte principale majeure va nous donner un troisième cercle. Et ce sont ces trois cercles qu'on peut considérer. Un cercle plus petit, ici, un cercle moyen et un grand cercle ici qui va nous permettre d'aboutir aux trois cercles de mort à considérer dans le cas des études de résistance au cisaillement du sol. Et la courbe intrinsèque qu'on va tracer par rapport à ce cercle et qui va être tangentée par rapport aux trois cercles, une courbe intrinsèque
et c'est ce courbe-là ou bien c'est cette droite intrinsèque-là qui va nous présenter la zone de rupture. Maintenant, pour la méthode de pôle, une autre façon de voir cette méthode de pôle, vous pouvez appliquer une contrainte si on considère une partie du massif divisé en deux. Vous avez sigma 3 qui est appliqué ici. Vous avez, voici la facette. OK. La facette est perpendiculaire, ici, c'est droit. Et on peut déposer cette facette ici, en sigma 3. Voici sigma 3. Et sigma 1, c'est une facette horizontale. On peut tracer l'horizontale ici, en sigma 1. Et ce qu'on doit rappeler tout à l'heure dans le cadre de ce cours, c'est que le centre n'est autre que sigma 1 plus sigma 3 sur 2 pour déterminer le centre. Et le rayon qu'on a vu tout à l'heure dans le cadre du cours, c'est sigma 1 moins sigma 3 sur 2. Donc, maintenant, c'est d'arriver à tracer les facettes. Vous avez la facette horizontale en sigma 1. Voici la facette horizontale tracée ici, qu'on a là, en termes de massif. Vous avez les deux, en haut et en bas. On trace la facette horizontale. Maintenant, il nous reste à tracer la facette verticale en sigma 3. Voici la facette verticale. Maintenant, on peut faire un prolongement des deux facettes et on va considérer le point d'intersection des deux. Dans l'intersection, maintenant, on peut tracer pour cette facette inclinée une parallèle par rapport à cette facette inclinée. Et à partir de ce pôle, l'intersection des deux facettes, on peut tracer une parallèle maintenant par rapport à cette facette qui est inclinée, qu'on a vu tout à l'heure, cette facette où est appliqué sigma θ et tau θ tout à l'heure qu'on a démontré à partir de la formule appliquée qu'on peut arriver à déterminer ce système sigma θ et tau θ à partir des formules qu'on a développées tout à l'heure. Maintenant, si on voit que l'orientation ici par rapport à l'horizontale, l'orientation inclinée, on dit ici c'est θ. OK? Voici l'horizontale, voici la facette inclinée. Si on trace cette parallèle ici, normalement, on doit retrouver θ parce que c'est la même chose qu'on a ici dans le cas de ce massif. Donc, à ce moment-là, on aura un angle ici, OK, avec cette droite, c'est le diamètre, et ensuite, c'est voici la droite ici qui est parallèle par rapport à cette droite-là. Maintenant, on a θ. Si on veut avoir un angle au centre qui a le même arc que cet angle ici, normalement, on va aboutir à 2θ trigonométriquement. Parce que l'angle au centre qui a le même arc que l'angle circonscrit dans le cercle, et à ce moment-là, va nous donner 2θ. Et c'est un peu une autre façon de voir cette méthode appliquée pour voir à partir de ces deux angles. Maintenant, on va avoir 2θ ici. Si on trace par rapport à l'angle au centre et qui a le même arc de cercle, on va avoir 2θ. Et on peut appliquer le théorème que je vous ai dit tout à l'heure, le théorème de l'angle au centre affirme que dans un cercle, un angle au centre mesure le double d'un angle inscrit intersectant le même arc. Donc, c'est pour cela qu'il suffit de tracer l'angle au centre et on a le même arc et on a 2θ. Donc, ça, c'est une autre façon de voir comment on peut appliquer la méthode de pôle. Et l'objectif, c'est d'arriver à déterminer sigma et tau. Si maintenant, on vient de tracer le triangle ici. Et tau, vous savez, tau, c'est l'ordonnée. L'ordonnée ici, on peut calculer cette ordonnée. Et sigma, c'est cette droite-là. On connaît le rayon. Le rayon, vous avez vu, le rayon, c'est sigma 1 moins sigma 3 sur 2. On connaît l'angle ici, parce que l'angle externe est égal à 2θ. À ce moment-là, l'angle plat, ici, c'est pi. Il suffit de faire une différence entre pi moins 2θ pour aboutir à ce terme.
Et c'est à ce moment-là que vous avez cet angle qui est pi moins 2θ, et ce qui nous permet d'aboutir à taux qui n'est autre que par rapport à sinus de ce angle qui est en face. Taux est égal à rayon multiplié par sin pi moins 2θ, et vous aurez comme contrainte qui est ici, c'est le centre, voici le centre, moins et cette expression ici, qui n'est autre que rayon multiplié par cos et pi sur 2θ. Donc, ça, ce sont deux façons de voir à partir de la théorie quelques exemples qu'on peut assimiler par rapport à la pratique. Donc, on vient de voir tout à l'heure les deux expressions ici. Donc, quand c'est éloigné, vous avez le grand cercle, un point du massif par rapport à la semelle ici, vous avez le grand cercle ici. Et ici, quand c'est proche, vous avez un petit cercle de mort. Et les 3 points, ici, peut nous permettre de déterminer la droite intrinsèque ou bien la courbe intrinsèque du sol pour pouvoir déterminer ce qu'on appelle la tangente par rapport aux 3 cercles de mort. Et c'est cette tangente qui va définir la zone, la limite de rupture dans le cas des cercles de mort. Et voici la semelle ici, vous avez la zone de rupture, la ligne de rupture qu'on a ici, vous avez l'élément de massif ici, et à partir de cet élément de massif, vous avez les cercles de mort en fonction de la zone considérée. Nous avons vu tout à l'heure que les cercles de mort sont symétriques par rapport à l'axe des sigma, et de même que nous avons vu tout à l'heure que la droite tangente est symétrique également par rapport à l'axe des sigma. Vous avez des cercles de mort à la rupture. À la rupture, vous avez un point. Okay? Le point de contact, c'est là où le contact entre le cercle de mort et la tangente pour les 3 cercles. Et c'est ce qui va nous donner l'enveloppe de rupture de mort. Okay? Vous avez l'enveloppe de rupture de mort qui doit être tangente par rapport aux 3 cercles de mort considérés. Et pour chaque cercle de mort, vous avez sigma 3, sigma 1, ou sigma H ou bien sigma V. La verticale est beaucoup plus grande que l'horizontale. Dépendant de... Lorsqu'on va voir les mesures de soutènement, vous allez voir le phénomène de butée et le phénomène de poussée. Ça va être différent. Mais tout cercle tangent à l'enveloppe de rupture correspond à des conditions de rupture. Donc, les conditions de rupture, ce sont là où le cercle est tangent par rapport à la ligne de rupture, ce sont des conditions de rupture. Et un cercle qui est en état d'équilibre surabondant, ce cercle-là va se trouver à l'intérieur de la zone de stabilité. Et ce cercle-là va être dans la zone stable. Par exemple, un point ici va être dans une zone stable. Et dans cette zone stable, vous n'allez pas avoir des problèmes de rupture. Mais en revanche, il y a des zones impossibles. Dans les zones impossibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des cercles qui doivent être supérieurs par rapport à l'enveloppe de rupture. Vous avez l'enveloppe de rupture ici. OK? Vous ne devez pas avoir des cercles qui est trop grand par rapport à l'enveloppe. Donc, les cas qu'on a à considérer, vous avez tout cercle tangent à l'enveloppe de rupture correspond à des conditions de rupture. Tout cercle situé sous l'enveloppe de rupture représentant des conditions stables, par exemple ici. Et ici, les cercles impossibles, qu'on ne peut pas avoir des cercles qui dépassent la zone ou bien la droite de rupture. Voici les cercles qui sont tangents, okay, qui représentent les conditions de rupture. Voici les cercles en état d'équilibre surabondant. Et voici les cercles impossibles. On ne peut pas avoir dans le cas des cercles de mort. Et ça, c'est toujours par rapport à un massif ou bien une semelle de fondation. Le critère de mort pour nous, c'est cette expression qu'on a vue tout à l'heure, taux qui n'est autre que C plus sigma tangente phi. Okay? Et le phi, c'est la droite intrinsèque avec l'horizontale qui est parallèle à ici, à l'axe des abscisses. Vous avez phi ici. Donc, voici le phi qu'on a ici. Le C, c'est l'ordonnée ici. Et voici C. Et
à partir de C et phi, on peut arriver à déterminer la résistance au cisaillement qui n'est autre que tau qui est égal à C plus sigma tangente phi. Et à ce moment-là, C et phi, ce sont les caractéristiques intrinsèques du sol. Quand on vous demande de déterminer les caractéristiques intrinsèques du sol, dans le cas de Mort-Coulomb, les caractéristiques intrinsèques ou mécaniques du sol, c'est d'arriver à déterminer C qui est la cohésion et phi qui est l'angle de frottement interne. Ces valeurs-là, par rapport aux différents types de sols, nous avons vu déjà et dans les cours précédents les sols pulvérinants. Les sols pulvérinants, ce sont les sols grêlus, comme les sables et les graviers. Et nous avons également vu les sols fins, comme les sols argileux et limoneux. Donc, ces deux types de sols vont nous donner deux types de cercles de mort et des courbes intrinsèques. Pour les sols pulvérinants, nous aurons des cohésions nulles et à ce moment-là, voici le cercle de mort et les courbes intrinsèques ou vers la intrinsèque qu'on va avoir. Pour les sols cohérents, vous aurez une cohésion qui est supérieure à 0. À ce moment-là, voici les valeurs ou bien les formes des cercles de mort qu'on peut avoir avec une certaine cohésion et l'angle de frottement interne. En résumé, pour les sols pulvérinants, la cohésion est nulle. Pour les sols fins, argile-limon, vous aurez une cohésion qui est différente de 0. OK? Si on analyse ici et ce cercle ou bien mauve ici, on peut dire qu'on est dans un cercle où il y a une compression simple. C'est-à-dire que vous avez sigma 3, qui est la contrainte principale mineure qui est appliquée, qui est égale à 0. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas de contrainte appliquée de manière horizontale sur le sol. La contrainte va s'appliquer axialement sur le sol. Et à ce moment-là, ces deux contraintes ici vont s'annuler. Et la contrainte ici s'annule, la contrainte ici s'annule également. Vous n'aurez uniquement des contraintes qui s'appliquent sur cette facette et sur cette facette ici. Donc, à ce moment-là, c'est pour cela qu'on dit qu'on est dans un état de compression simple. Et il y a là, voici l'expression de Mort-Coulomb à partir des cercles de mort. Si nous considérons un sol saturé, nous avons vu dans un sol saturé, et il y a de l'eau et puis il y a des grains. Et nous avons vu que l'eau ne reprend pas le cisaillement, c'est seulement les grains des sols qui vont reprendre le cisaillement. C'est pour cela qu'on doit réfléchir en termes de contraintes effectives, en termes de paramètres effectifs du sol. Donc à ce moment-là, vous aurez sigma prime de préférence à déterminer et tau prime. Et quand vous allez appliquer ça dans le cas de Mort-Coulomb, dans l'expression de Mort-Coulomb, vous aurez tau prime qui n'est autre que C prime plus sigma prime tangente phi prime. L'eau ne reprend pas le cisaillement. Et à ce moment-là, la résistance au cisaillement est liée uniquement au squelette du sol, c'est-à-dire aux paramètres effectifs du sol. Et ce cercle de mort va nous permettre d'aboutir à l'expression tau prime qui n'est autre que C prime plus sigma prime tangente phi prime. En résumé, c'est cette formule qu'on doit savoir. Et si on veut déterminer sigma prime, tau prime, il suffit d'appliquer sigma 1 égale à sigma prime 1 plus U. À chaque fois, il y a la pression interstitielle qui est ajoutée. Pour sigma 3 également, vous avez sigma prime 3 plus U qui est appliqué. Et sur les cercles de mort, c'est seulement une translation de cercle qu'on va faire avec le U qui est appliqué ici. Et vous avez ici les cercles de mort en contrainte totale aux paramètres totaux. Vous avez ici en paramètres effectifs. En résumé, vous avez la théorie de Terzaghi qui nous dit que tous les effets mesurables de changement d'état de contrainte dans un sol, en termes de déformation ou de résistance au cisaillement du sol, sont dus uniquement au changement de contrainte effective et non pas de contrainte totale. Et le critère de Mort-Coulomb va être
analysé par rapport aux contraintes, aux paramètres effectifs et non aux paramètres totaux. Et quand, comme dans le cas de ce que nous allons aboutir à ce qu'on appelle les calculs de stabilité des pentes, dans le cas des glissements de terrain ou bien des stabilités des pentes. Donc, à ce moment-là, quand vous allez faire des calculs pour déterminer le facteur de sécurité, vous devez déterminer ces paramètres par rapport à des paramètres effectifs et non des paramètres totaux dans le cas de ces calculs. C'est important parce que ce sont les grains qui vont reprendre le cisaillement dans le cas de ces calculs. Et ce résultat est fondamental en géotechnique. Okay? Ils doivent s'appliquer sans restriction lorsque la déformation du squelette solide est grande vis-à-vis des grains et de l'eau. Essai cisaillement direct. Donc, dans l'essai de cisaillement direct dans le cadre du secours, c'est un essai très, très important au laboratoire et en général, on le fait dans presque tous les laboratoires. C'est un essai assez simple. Et dans ce essai de cisaillement direct, vous avez l'échantillon qui est à l'intérieur des pierres poreuses. Ici, vous avez pierres poreuses au-dessus, pierres poreuses en dessous. Voici l'échantillon de sol. Vous allez appliquer un effort normal sur l'échantillon pour pouvoir déterminer la contrainte verticale. Et il y a un effort tangentiel qui va être appliqué également avec T pour déterminer les contraintes tangentielles qui peuvent être appliquées. Et vous avez ici, quand on va appliquer la contrainte tangentielle, l'effort horizontal appliqué, vous allez avoir un déplacement de delta L sur l'échantillon qui va provoquer la rupture. C'est en fait l'objectif de cet essai. Là, on applique l'effort normal et l'effort normal, comme la surface à l'intérieur de l'échantillon, c'est S. Donc, pour trouver la contrainte, il suffit de prendre N sur S. Pour taux également, c'est l'effort tangentiel qui est appliqué. Il suffit de diviser cet effort tangentiel par la surface pour pouvoir aboutir à taux. Okay? Donc, là, ce sont les deux expressions. L'effort normal appliqué et vous allez avoir un comparateur également pour pouvoir déterminer la déformation appliquée par rapport à ce échantillon qu'on est en train d'analyser au laboratoire. Donc, comment réaliser cet essai? Vous faites la consolidation, ok? Et par rapport à la consolidation, vous allez appliquer l'effort normal jusqu'à la consolidation du sol. Ensuite, vous allez appliquer T qui à vitesse constante, c'est-à-dire que quand vous allez appliquer l'effort tangentiel, cette vitesse a une vitesse constante parce que la vitesse ne doit pas changer et la vitesse doit être lente dépendant de l'échantillon à aborder. Par exemple, pour les argiles, ce sont des vitesses très lentes. Pour le sable, on peut plus ou moins augmenter cette vitesse. Ensuite, vous devez déterminer l'évolution de ce delta L ici pour voir jusqu'à ce qu'on atteigne cette hauteur. Ces trois étapes, on doit le faire pour trois échantillons. Comme je vous le dis au laboratoire, on doit réaliser l'essai sur trois échantillons à trois contraintes différentes. Par exemple, pour l'échantillon 1, vous allez avoir vous avez taux. Ici, vous avez les déformations. Vous allez avoir l'évolution ici de la contrainte de l'effort tangentiel appliqué ici en fonction du déplacement delta L et jusqu'à atteindre la hauteur. Lorsqu'on a atteint la hauteur, donc à ce moment-là, vous aurez la hauteur pour ce sol et une fois atteint le point maximum, ça va redescendre. Pour l'échantillon 2, lorsqu'on va changer de contrainte, on va augmenter la contrainte, vous allez avoir la même tendance jusqu'à arriver au point maximal. Il suffit d'atteindre la hauteur, après on descend. Ensuite, pour le troisième point, pour la troisième contrainte appliquée, vous avez l'effort qui monte jusqu'à la hauteur et à ce moment-là, ça redescend. En d'autres termes, vous allez avoir des courbes contraintes de cisaillement taux en fonction des déplacements pour les trois contraintes appliquées. Contrainte sigma 1, contrainte sigma 2 et contrainte sigma 3. Et avec ces trois contraintes, vous allez avoir taux 1R à la hauteur, taux 1, 2R à la hauteur et taux 3R
À partir de ces contraintes appliquées, on va, comme on est à la rupture, on va avoir 3 points, le point 2 et puis le point 3. Et la droite intrinsèque va être une droite qui va être une droite moyenne par rapport à ces 3 points, parce que les 3 points ne sont pas forcément alignés. Donc à ce moment-là, une fois tracé la droite moyenne, qui va nous donner l'intersection pour taux 1R sigma 1, le point 2 sigma 2 avec taux de R, sigma 3 taux 3R. Et une fois tracé la droite intrinsèque, le point de rencontre entre l'ordonnée et la droite intrinsèque va nous donner la valeur de la cohésion effective. Et vous aurez ça avec la droite inclinée avec l'horizontale en termes de fibrine. Il faut dire que l'essai de cisaillement direct, c'est un essai drainé. Okay? À ce moment-là, vous allez avoir C' et fibrine. Donc, à partir d'un point, comme on est à la rupture, on sait qu'à la rupture, le cercle de mort est tangenté par rapport à la droite de rupture. À ce moment-là, on peut, par rapport à ces points, arriver à tracer des cercles de mort. Les théories concernant les cercles de mort, concernant les contraintes, concernant les essais de cisaillement direct, et quels sont les paramètres importants qu'on peut obtenir à partir de ces différents essais, surtout l'essai de cisaillement direct. La prochaine fois, on va avoir l'essai de cisaillement triaxial pour terminer avec ce chapitre et pour compléter ce chapitre qui est très intéressant concernant les résistances au cisaillement du sol. S'il y a des questions, je vais prendre les questions. Pour cette première partie de ce chapitre, vous n'aurez pas de devoir pour la semaine prochaine. Lorsqu'on a terminé avec le chapitre sur la résistance au cisaillement, après avoir vu les essais triaxiaux, la semaine prochaine, vous aurez les devoirs sur les 2 portions de ce chapitre. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Et je vous dis à mardi prochain à la même heure.